3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne, étant donné que la Pologne a été envahie le 1er septembre. Déjà, la signature de la France avait été reniée au moment de l'affaire de Munich, puisque nous étions engagés depuis 1925 à garantir l'intégrité territoriale de la Tchécoslovaquie et que nous n'avions pas fait. Il était difficile pour la France de refuser la deuxième fois de renier sa signature, et comme nous avions garanti aussi l'intégralité territoriale de la Pologne, nous étions obligés d'y aller. Je dois vous dire que nous sommes un peu allés, tirés par les Anglais, qui après beaucoup de complaisance avaient décidé qu'il y avait tout de même plus moyen. Je dois vous dire cependant, il est intéressant de le savoir, que même encore après l'agression de l'Allemagne contre la Pologne, le ministre français des Affaires étrangères, qui s'appelait M. Bonnet, avait fait une proposition secrète, qui est aujourd'hui révélée, à Ribbentrop, c'est-à-dire à Hitler, disant qu'on pourrait peut-être s'entendre si on faisait un deuxième Munich. Et il faut savoir également que le 6 décembre 38, c'est-à-dire 2 mois après Munich, 3 mois après Munich, la France, en la personne de Bonnet, avait reçu au Quai d'Orsay Ribbentrop, qui n'avait pas eu de protocole, rien d'écrit, mais je sais ce qui est dit par M. Chauvel, qui fut mon chef à Berne et qui a été ensuite ambassadeur à Londres et qui m'a raconté les choses car il était sur place. Ce qui avait été dit à voix basse et secrètement entre Bonnet et Ribbentrop, c'est que la France, qui s'était déjà désintéressée de la Tchécoslovaquie, se désintéressait maintenant de la Pologne, et qu'en particulier, si le chancelier Hitler estimait, le chef du Reich, devait en découdre avec la Russie, la France n'y verrait certes aucun inconvénient. Ce que je voudrais vous dire en commençant l'avant-dernier entretien, c'est l'accueil que l'idée de la guerre, le fait de la guerre, a trouvé du côté de certaines grandes personnalités en France. Je voudrais d'abord vous apporter une citation trop peu connue de quelqu'un qui est aujourd'hui académicien, qui s'appelle Thierry Monnier. Ça a été publié dans une revue qui était à ce moment-là mensuelle, qui s'appelait Combat, et dans le numéro de novembre 38, c'est-à-dire juste 2 mois après Munich, comportait les lignes suivantes. Certaines personnes, écrivait Thierry Monnier, estimaient qu'une défaite de l'Allemagne signifierait l'écroulement des systèmes autoritaires qui constituent le principal rempart contre la révolution communiste en Europe. Et qu'en conséquence, je lis lentement, et qu'en conséquence, une victoire de la France eût été celle de principe considérée à juste titre comme menant droit à la ruine de la civilisation. Puis Thierry Monnier poursuit en son nom. Il est regrettable que ces hommes et les partis qui avaient cette pensée n'allaient pas en général avouer, car elle n'avait rien d'inavouable. J'estime même qu'elle était une des principales raisons, sinon la principale, de ne pas faire la guerre à l'Allemagne au mois de septembre. Là, voilà qui est clair. Il y a un certain nombre de gens qui ne voulaient pas cette guerre disaient « Nous ne sommes pas prêts, les Français ne sont pas prêts, on va tomber sur un bec, on va se faire écraser ». Mais vous voyez là que c'est pas du tout la même chose, au contraire. C'est M. Thierry Monnier dit ah bon, on pourrait peut-être remporter une victoire sur l'Allemagne. Et ça, ce serait une catastrophe. Une victoire de la France, il disait ce futur académicien, vous avez bien entendu, une victoire de la France serait un désastre pour la civilisation occidentale. Du reste, au moment de Munich, je suis partout, Brasillac avait, de l'aveu même de Brasillac, publié un numéro flamboyant de rage et d'ardeur, écrira Brasillac lui-même pour lutter contre l'idée de se battre contre l'Allemagne. Bon, ça y est, alors c'est déclaré. Eh bien, 2 citations intéressantes. Il y en a une de René Benjamin. René Benjamin était un ami de Maurras, qui faisait des conférences, du reste extrêmement habile, c'était un grand orateur, et dans un livre qu'il a publié tout de suite après le désastre, qui s'appelle L'homme à la recherche de son âme, il dit « Le 3 septembre 1939, je n'éprouvais certes aucun sentiment d'honneur. » Pourquoi honneur? Parce que la France faisait honneur à sa signature. L'idée d'une victoire me faisait frémir, et il ajoutait, virgule, autant que celle d'une défaite. Ça, c'est par politesse, que l'idée d'une défaite le faisait frémir. Mais vous entendez bien, c'est un Français, de nouveau, comme M. Thierry Monnier, que fait frémir l'idée d'une victoire. Enfin, il y a Alain Lobreau. Alain Lobreau, c'était le premier collaborateur de Brasillac, c'était son bras droit, enfin, je suis partout, qui va écrire le 3 septembre 1939 quelque chose qu'il aura l'audace de publier en janvier 1944, c'est-à-dire encore sous l'occupation allemande, sous l'occupation allemande. Les Français pourront lire, 3 septembre 1939, sous la signature d'Alain Lobreau, ce que je souhaite pour mon pays, c'est une guerre courte et désastreuse. Ben, c'est très intéressant d'avoir des documents comme cela, parce que, vous savez, on en chercherait en vain de semblables en 1914. En 1914 aussi, il y avait des gens qui étaient contre l'idée de la guerre. Mais je ne vois pas un seul Français qui aurait pu écrire en 1914 « Je souhaite l'écrasement de mon pays ». Eh bien, voilà plusieurs. Voilà M. Thierry Monnier, voici M. Alain Lobreau et voici M. René Benjamin. Et le maréchal là-dedans. Eh bien, le maréchal, au moment de la déclaration de guerre, il n'est pas en France, il est à Burgos.
Il a été nommé ambassadeur auprès de Franco avant même que la victoire totale de Franco ait été emportée. Vous savez sans doute, c'est en avril que Madrid va finir par tomber, mais la France, sous la poussée de M. Bonnet, illustre mémoire et dont je viens de vous parler, avait reconnu enfin ce gouvernement légitime de Franco, alors que le gouvernement républicain n'est pas encore mort. Et puis, pour faire plaisir à Franco, on lui avait envoyé comme premier ambassadeur quelqu'un tout de même considérable, hein, le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain avait été très heureux d'être nommé là-bas, dans une lettre à sa femme que publie Amouroux et qui n'ont pas publié par malveillance. Il dit, bon, t'as entendu, notre pension de maréchal n'est pas mal, mais tout de même des émoluments en plus. L'ambassadeur, ça mettra du beurre dans nos épinards. Il est gentiment le maréchal. Alors le voilà qui est très heureux d'être nommé à Madrid et il va s'employer à une chose qui lui tient. Il le dira particulièrement à cœur. Le gouvernement républicain avait déposé une partie de son or, une très grande partie est en Russie, mais une partie de son or à Toulouse. Et Pétain dira, j'en fais une affaire personnelle. Je voulais négocier le plus rapidement possible le fait que cet or républicain, mais espagnol, fut remis à Franco, ce qui se discutait, mais il y tenait énormément. Bon, il était donc à Burgos lorsque la guerre éclate, et Daladier va essayer de faire ce qu'avait fait en 1914 Viviani. Quoi donc? Ben, Viviani s'était dit, nous sommes attaqués, c'est la guerre, on va essayer de faire un gouvernement pour de bon, je dis bien pour de bon, d'union nationale. Vous savez qu'il y avait des unions nationales, j'en ai parlé d'une en 1934, qui était une fabrication politique au bénéfice de la droite. Mais je crois vraiment pouvoir vous dire qu'en août 1914, lorsque la France était attaquée, ce fut ce qu'on appela, pour de bon, je crois loyalement, l'union sacrée. Ça veut dire qu'à la droite, le centre, la gauche, l'extrême gauche, tout ça a été réuni pour la première fois. Il fallait défendre le sang national. Alors vous savez peut-être que dans ce ministère de 1914, on a vu conjointement Jules Guesde, qui était presque plus à gauche que Jaurès. Il n'y avait plus de Jaurès puisqu'il avait été assassiné. Enfin, Jules Guesde était vraiment un rouge-rouge. Hein. Et puis tout à fait à droite, de l'autre côté, il y avait Denis Cochin, qui était un catholique conservateur. Et les catholiques conservateurs n'étaient plus venus au pouvoir en France depuis 1876. Et bien entre 1976 et 1914, il y a eu de la marge. Hein. Ça, c'est un gouvernement d'union sacrée, pour de bon. Alors le malheureux Daladier essaye la même chose. La France n'est pas attaquée, remarquez bien, c'est une guerre préventive que nous faisons. Je me rappelle que j'habitais à ce moment-là près de Bordeaux, il y avait des jeunes gens mobilisés qui me disaient, enfin, pourquoi on va se battre? On n'est pas attaqué. Alors je disais, mais on est obligé de le faire, puisqu'on a une alliance avec la Pologne était attaquée. Oui, toujours est-il que la France n'était pas attaquée, il n'y avait pas un mouvement, si vous voulez. Néanmoins, Daladier va essayer de faire ce gouvernement d'union nationale, d'union sacrée. Et il dit, mais bien entendu, au moment de la guerre, c'est le maréchal Pétain, c'est le dernier survivant des grandes affaires que je dois contacter. Alors il lui envoie un télégramme en disant, votre présence est très souhaitée dans le nouveau gouvernement. Réponse immédiate et par un refus catégorique. Non, non, j'ai des affaires, des choses très importantes à faire en Espagne, je ne veux pas me déplacer, maintenant je reste à Burgos. Ce qui concerne Daladier, mais qui l'inquiète aussi. Pourquoi le maréchal Pétain ne veut-il pas? Ben, nous saurons, par une lettre publiée beaucoup plus tard, du maréchal au général Laure, celui qui avait fait, qui fera plus tard un livre sur lui, et qui avait fait un livre qui s'appelait Verdun, signé Pétain, mais qui était entièrement du général Laure. Alors, 21 janvier 1940, Pétain écrit cette lettre confidentielle à Laure, je suis bien décidé à ne jamais entrer au gouvernement et à ne participer en rien au commandement. Hein, il y a deux idées. Hein. Il ne sera jamais ministre, dit-il, et d'autre part, participera en rien au commandement. Abstention complète. Il est tout à fait hostile à cette guerre et ne s'en cache pas. Il y avait un parti en France, un parti qui était conduit par Laval. Laval avait eu l'audace, si vous voulez, l'audace, le courage, la simplicité, au Sénat, de faire le jour de la déclaration de guerre une déclaration hostile, quant à lui. Il dit qu'il ne comprenait pas cette guerre, que c'était une grande erreur, que ça allait mal tourner. On avait essayé de le faire taire, enfin, ça ne se faisait pas, ce qu'il avait déclaré. Maréchal Pétain était tout à fait du même côté. Nous savons déjà, je vous en ai parlé, les liens secrets qu'il avait avec Laval. Mais il y avait un groupe vraiment de plus en plus puissant à Paris. Vous savez, il y avait des gens nombreux dans les hautes sphères qui considéraient que cette guerre était une fausse guerre, ce n'était pas celle qu'il fallait faire, que la véritable guerre aurait été une guerre contre la Russie, mais pas contre cet Hitler qui nous servait de rempart contre la subversion soviétique. Là, laissez-moi vous raconter un détail personnel, c'est du 2 février, je crois, 1940. J'étais professeur à Bordeaux, j'avais été envoyé en Suisse, soi-disant, pour faire des conférences littéraires. En fait, j'étais chargé par les affaires étrangères de m'approcher de quelques personnalités suisses pour les faire parler sur ce qu'ils pensaient de la France. Bon, je m'annonce comme je devais le faire en arrivant à Genève, au consul général, qui s'appelait Perron, qui me dit de venir dîner le soir même, je vais dîner le soir même, et je me trouve là, en présence, non pas seulement de Claudel, ça c'est pas ça qui m'intéresse pour l'instant, en présence d'un personnage dont vous me pardonnerez de pas donner le nom, quoiqu'il soit très présent dans mon esprit, et qui était là aussi officiellement, comme moi, qui est envoyé par le gouvernement français, beaucoup plus âgé que moi, c'est un homme remarquable, il avait
non pas une décoration, mais une rosette de la Légion d'honneur. Il avait de beaux cheveux d'argent, un habit impeccable dans les 65 ans. Il était chargé de mission par le gouvernement français, d'une mission d'achat en Suisse. Donc, je répète, un personnage officiel français. Ben, savez-vous que très tranquillement, à table, dans une table officielle aussi, chez le consul général de France, M. Perron, le 3 février 1940, ce monsieur officiel français disait « J'espère qu'on va mettre fin le plus rapidement possible à cette guerre. C'est une guerre suicidaire, on ne peut pas se battre avec Hitler, c'est déraisonnable. » Vous savez, il n'était pas seul à penser ainsi. Il y avait pas mal de gens qui pensaient ainsi. Et le maréchal Pétain pensait comme ça. Le maréchal Pétain est ambassadeur et son devoir, me semble-t-il, comme ambassadeur, c'est d'être prudent dans ses conversations. La France est son pays, le pays qui le représente, est engagé dans la guerre, et peut-être conviendrait-il pour sa part d'être modeste dans ses propos. Eh bien, on sait par les communiqués allemands et communiqués italiens, les dépêches allemandes et italiennes qui partent de Burgos, les unes qui sont envoyées à Ribbentrop, les autres qui sont envoyées à Mussolini ou à Ciano, on sait que les diplomates étrangers, allemands, nazis et fascistes, recueillent avec soin les propos du maréchal, en disant c'est frappant à quel point le maréchal est pessimiste. Il dit mon pays s'est engagé dans une guerre qu'il ne devait pas faire. Et il y a même un télégramme italien disant si le parti de la paix à Paris se développe largement, le maréchal aura un grand rôle à jouer. C'est un ambassadeur à Madrid, pas encore Madrid c'est vrai, va donner lieu à un incident qu'il faut que je vous raconte parce qu'il est tout de même assez extraordinaire. Lorsque des ambassadeurs de nations qui sont en guerre se rencontrent en territoire neutre, ben, prenons la dernière guerre, l'ambassadeur de France et l'ambassadeur d'Allemagne se rencontrent à Berne par exemple. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? J'ai été 17 ans, vous savez peut-être, sur la frange de la vie diplomatique, puis j'étais attaché culturel, et je me rappelle avoir lu un document qu'on nous faisait lire à tout le monde, c'est une espèce de protocole, où il était prévu ce qu'on doit faire dans les cas particuliers. Et bien il y avait une petite note concernant précisément le comportement de diplomates français en face de diplomates étrangers avec lesquels on est en combat sur un territoire neutre. C'était très amusant. Vous savez, des diplomates sont des gens bien élevés, ils ne vont pas s'écharper, ce n'est pas des charretiers. Mais il faut tout de même garder une certaine mesure, une certaine réserve. Alors la prescription était la suivante, l'ambassadeur de France, en présente par exemple l'ambassadeur d'Allemagne, en cas de guerre, doit échanger avec lui, à distance, un salut réservé. Salut la tête comme ça. Bon, eh bien, le maréchal Pétain ne fait pas ça du tout. Figurez-vous qu'il est en présence de von Staurer. Von Staurer, c'est le second ambassadeur, le plus important. Vous vous rappelez peut-être, vous avez parlé de von Faupel, le premier, qui avait fait un télégramme assez intéressant pour dire que Sergno-Suner avait dit que Laval, etc. Non, c'est von Staurer maintenant, qui est un grand monsieur. Et bien voilà qu'il se trouve en présence du maréchal Pétain, dans je ne sais plus quelle manifestation. Alors tout le monde guette, hein, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que va faire le maréchal? Savez-vous ce qu'il fait le maréchal? Il fait 10 pas dans la direction de von Staurer, il s'avance vers lui, la main tendue, et il lui serre très cordialement la main. Je vous assure que si ce n'était pas le maréchal Pétain, il était rappelé tout de suite, révoqué tout de suite. Le maréchal Pétain, par question, ce serait un scandale de toucher au maréchal Pétain. Mais il est intéressant de savoir le comportement qui avait été le sien. Alors, on sait aussi que pendant qu'il était là-bas en Espagne, il continuait à garder ses contacts avec Laval. On l'a su au moment de son procès. Il avait un ami, enfin, un employé, qui avait Lusto Nolaco. Lusto Nolaco dont il s'est déjà servi au moment de la cagoule. Peut-être vous vous rappelez ce que c'était que l'histoire de la cagoule. Ce mot a été inventé du reste par les adversaires. C'est en réalité un groupe militaire qui préparait, ça s'appelait Salle de Czar, comité secret d'action révolutionnaire, avec 2 ex-officiers de l'oncle et du seigneur, qui préparaient un coup avec des officiers subalternes ou même supérieurs, en prétendant que les communistes voulaient faire une opération brutale. C'était pas vrai. Tout ça se passait à la fin de l'année 36, sous le Front populaire, sous Blum, et c'était en somme la préparation d'un putsch dans l'armée. Eh bien, Pétain avait observé ça d'un peu loin, il n'avait pas plus voulu s'en mêler qu'en 1924 n'avait voulu se mêler de l'opération Lyotet, parce que cette fois l'opération était conduite par quelqu'un d'autre aussi qui s'appelait Franchet d'Espéret. Mais il avait un observateur. Cet observateur, c'était Lusto Nolaco. Bon, on sait qu'il va se servir maintenant de Lusto Nolaco pour les contacts avec Laval. Lusto est allé le voir avec mission du maréchal de rapporter des documents précieux et très précis. Plus tard aussi, au moment du procès, nous avons la déposition de M. Gazel, G-Z-L, Gazel, qui était son premier conseiller. Et bien Gazel dira, c'était intéressant de voir sur la table du maréchal des projets qu'il établissait, des projets déjà de ministère, d'équipe ministérielle, avec les noms qu'il avait installés de ceux sur lesquels il comptait pour faire un ministère, sous lui. Il y avait l'Emery, dont je vous ai parlé, le sénateur de la Martinique, qui était parti d'extrême droite, et il y avait toujours, et obstinément, naturellement, Laval, bien sûr. Il avait essayé de se rendre à Paris en octobre, c'est-à-dire un mois après la déclaration de guerre. Et Daladier, qui lui en voulait de son refus d'entrer au ministère, et qui se méfiait un peu, Daladier était informé, on savait les pensées du maréchal, Daladier lui avait refusé. Ça arrive, vous savez. Un ambassadeur demande une autorisation de départ, lui, non, vous êtes bien où vous êtes, ne bougez pas. Il avait été ulcéré,
si bien que, contrairement à toutes les lois, enfin d'une manière extrêmement inconvenante, il va tout de même quitter son poste, le maréchal, il va quand même aller à Paris, clandestinement, alors qu'un ambassadeur, pour quitter son poste, doit demander une autorisation, il ne la demande pas, il va à Paris, il y reste 2-3 jours seulement, on ne sait pas ce qu'il y fera à Paris, mais il voit des gens en janvier 1940 à Paris. 1er mai maintenant, c'est plus Daladier, c'est Paul Reynaud qui est président du Conseil. La situation est grave et tendue. Nous sommes au printemps, toutes sortes d'informations circulent disant que les Allemands vont finir par attaquer. On n'ose pas prendre l'initiative. Le général Gamelin a des raisons que je comprends et qui sont très fortes. On ne peut pas avoir une initiative militaire. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire si les Allemands vont attaquer tout de même, enfin, au moins des précautions. Alors le malheureux Reynaud va essayer d'obtenir, lui, ce que Daladier n'a pas pu obtenir de Pétain, à savoir il lui demande le 1er mai par un télégramme insistant: je vous en prie, venez à Paris vous entretenir avec moi et me donner votre nom pour la constitution d'un nouveau cabinet. Le maréchal dit ni oui ni non, il se précipite sur Paris. Nous ne savons pas exactement ce qu'il a fait à Paris, mais il y a tout de même quelques détails qui ont fusé et vous allez voir. Qu'il ait rencontré Laval, c'est hors de doute, mais on n'a pas de preuve. Mais il y a une certaine visite à Darlan, qui est bien intéressante pour la suite. Darlan racontera ça en détail le 3 mai 1941, donc sous Vichy, dans l'hebdomadaire Gringoire, l'hebdomadaire d'extrême droite. Et ce jour de 41, il racontera: j'ai été surpris de voir, c'était le 3 mai, ou le 3-4 mai 1940, de voir arriver chez moi le maréchal qui me dit: je crois que ça va très bien du côté de la marine. J'espère pouvoir compter sur vous. Il lui dit ça, Pétain s'adressant à Darlan. J'espère pouvoir compter sur nous, tenons-nous les épaules serrées. Darlan dit: je n'ai pas compris sur le moment ce que voulait dire le maréchal, j'étais très frappé de cette confiance qu'il me faisait. Je l'ai compris qu'un peu plus tard, lorsqu'il m'a associé à son gouvernement, lorsqu'il a été chef de l'État à Madrid. Et il y a surtout la conversation avec de Monzy. De Monzy était un personnage que j'ai eu un peu connu, qui était bizarre, qui était inclassable, qui était plutôt un partisan de la paix, quoique pas tout à fait compromis avec Laval, et à une date qui nous échappe, qui est incertaine, c'est 2 ou 3 mai, en tout cas la première semaine de mai 1940, Monzy racontera dans un livre qui s'appelle Ci-devant, et qui va publier en 1941, Monzy racontera donc en 1941 qu'un an auparavant, au début de mai 1940, il a eu dans son bureau le maréchal Pétain qui lui disait: dans la deuxième quinzaine de ce mois de mai, ils auront besoin de moi. Ils, c'est-à-dire ces civils, enfin les gens des ministères auxquels j'ai refusé de me mêler, mais ils auront besoin de moi dans la deuxième quinzaine. Alors vous savez sans doute que c'est le 10 mai que les Allemands vont attaquer et que le bruit courait partout. On le disait même au Vatican, enfin il y avait des bruits qui couraient là-bas. Les Allemands vont attaquer un de ces jours. Alors après avoir vu tout son monde, Pétain va partir, non sans que le 5 mai, le journal, c'est le quotidien Le Journal, dans lequel il avait donné le 30 avril, c'est une interview exclusive, publie 3 dessins, et un supplément, 3 pages illustrées, qui sont extrêmement extraordinaires, tout à fait extraordinaires. Première page, ce sont des grandes pages illustrées. Première grande page, c'est Pétain en uniforme de maréchal, et puis dessous, le vainqueur de Verdun, ça c'est notre titre officiel comme vous savez. La deuxième grande page, également illustrée, c'est dans le costume, non pas d'ambassadeur, mais en costume très chic, vous savez, costume spécial que nous verrons durer sur nos images, qui représente Pétain, ambassadeur de France. Alors, deuxième légende, aujourd'hui ambassadeur. La troisième page illustrée, toujours en couleur, dessinait une silhouette imprécise, mais vous reconnaissez tout de même vaguement le maréchal, quoi, imprécise, puis il y avait comme légende, demain, point d'interrogation. 5 mai 1940, le journal disait, demain, on peut s'attendre au maréchal. Quelque chose de nouveau pour lui. Bon, il va trouver Reynaud, il lui dit: non, monsieur le président du Conseil, j'ai réfléchi, je ne peux pas. Je suis beaucoup plus utile tout de même en Espagne, je rentre. Alors il va franchir la frontière dans la nuit du 9 au 10 mai, et c'est le 10 mai au matin qu'il apprendra, comme tout le monde, par la radio, que les Allemands ont attaqué. Je ne suis pas chargé de vous expliquer cette histoire-là, c'est pas mon sujet, mais enfin, un mot tout de même sur cette attaque allemande du 10 mai. Vous savez bien que notre front à Sedan va sauter en l'air. En moins de 48 heures, en 24 heures, il n'y aura plus de front français. Pourquoi donc? Il faut vous dire que c'était un certain général Hunziger qui était chargé du secteur de Verdun. Et que le 8 mars, un député, pourtant conservateur, un député de droite, mais assez patriote pour de bon, qui s'appelait Tétinger, dont le nom sera très connu, nom de Champagne en même temps, vous savez, je suis encore un Tétinger actuel dans la politique française. Tétinger, qui faisait partie de la commission de l'armée, qui avait donc droit comme député à aller voir ce qui se passe, s'était fait envoyer dans le secteur de Sedan. Et on a possède, on a reproduit souvent, la petite note qu'il avait établie au retour de sa visite à Sedan. Et il y avait ceci: je suis très effrayé, enfin très inquiet, de nos installations défensives dans la région de Sedan. Elles sont à peine embryonnaires, disait ce civil Tétinger.
Il envoie ça naturellement à Gamelin, qui est le généralissime. Gamelin répercute le papier sur le Antiger, qui était responsable de la deuxième armée, responsable de l'armée de Sedan. Et Antiger renvoie le papier en haussant les épaules en disant, mon général, s'adressant à Gamelin, il s'agit d'un civil qui ne connaît pas les choses, qui n'a pas vu de près. Il n'y a rien à apporter. Il n'y a aucune amélioration à apporter à notre système défensif. À Sedan, il est parfait. Bon. Tellement parfait qu'il avait sauté en un clin d'œil lorsque les Allemands avaient attaqué. Ils avaient attaqué avec deux moyens inattendus. Les Stuka, vous savez, c'était des avions en piqué, on ne connaissait pas ça, pourtant, ils les avaient utilisés en Pologne, mais il semble que l'armée française s'y était pas intéressée. Et deuxièmement, les fameuses divisions blindées. Nous avions pas mal de tanks. Les Français, je dis sur nous, parce que vous savez bien, je suis français, il y avait 3500 tanks français et 3500 tanks allemands. Et même la puissance de feu et de blindage des tanks français était souvent supérieure à la puissance des tanks allemands. Mais seulement les tanks français étaient disséminés dans les régiments. Et que les Allemands avaient utilisé l'idée que De Gaulle avait lancée en 1924, ils avaient fait leur fameuse division blindée. Bon, c'est entendu, c'est facile de comprendre que le front éclate. Ce qui est plus difficile à comprendre, c'est ce qui va se passer du côté de l'arrière. Là, derrière Verdun, il y a la 55e et 71e, 71e division, qui vont liquéfier, qui vont s'éparpiller, qui vont disparaître, qui vont évanouir dans la nature alors qu'elles ne sont pas engagées. Elles sont à 12 km du front, je sais bien qu'on voit arriver des fuyards, des perdus, qui crient que les Allemands avancent, mais on sait aussi qu'un certain nombre d'officiers sont partis. Et là, je voudrais vous apporter un texte assez tragique que je sais par cœur de Monterland en 1941. Monterland était officier de réserve dans cette armée française, et dans le solstice de juin, qu'il a publié au milieu de l'année 41, et il a daté le texte que je vais vous dire de Marseille, juillet 40, il raconte ce qu'il a vu sur le front. Il a dit un certain nombre de mes camarades officiers n'avaient pas du tout envie de se battre contre Hitler. Et il disait, nous connaissons nos vrais ennemis, nos ennemis de classe. Lorsqu'il s'agira de tirer sur des Français, on verra que nous savons nous battre. Oui, oui, c'est signé Monterland. C'est Monterland qui rapporte ce qu'il a entendu sur le front français. Alors il faut bien comprendre qu'il y a un certain nombre de gens qui n'avaient pas envie de se battre et qui avaient derrière eux cet énorme arrière-plan dont je vais parler d'une grande partie de la droite française qui disait c'est une fausse guerre, c'est pas la guerre qu'il faut faire. Le 16 mai, ayant perdu la tête absolument, le malheureux Reynaud envoie un télégramme SOS à Pétain en lui disant je vous en prie venez. Pétain va dire un mot à son ordinaire ordonnance, le capitaine Bonhomme, qui le notera sur son petit carnet, et on a publié le carnet de Bonhomme. La guerre peut être considérée comme perdue, un point, le maréchal accepte. C'est parce que la guerre est considérée comme perdue que le voilà qui va venir à Paris. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, figurez-vous que les journaux font un grand bruit, c'est ce qu'avait désiré ce pauvre Reynaud qui sentait bien que c'était perdu. Il y a un grand bruit en disant, avec le maréchal tout est sauvé. Hein. C'est lui qui a dit, ils ne passeront pas, ils ne sont pas passés en 1914. C'est lui, paraît-il, le vainqueur de Verdun. Alors on voit d'une part, dans l'Écho de Paris, je crois, M. Henri Bordeaux, et d'autre part dans l'Air Nouvelle, un homme de gauche, célébrer le maréchal en disant la situation semble mauvaise, mais peut-être que nous allons quand même nous en tirer grâce à lui. Maréchal Pétain est arrivé bien décidé à ne servir en rien, absolument en rien, à la défense, puisqu'il a déjà dit, je ne veux pas participer à la défense. Il est pourtant au ministère. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Ben, une première chose, véhémente, cette fois, lui qui va être tellement muet, véhémente. C'est le 26 mai. Reynaud a jugé nécessaire de dire la vérité aux Français. Il y avait ajouté un énorme mensonge, je dois vous dire. Quand les forces belges, qui s'étaient encerclées, vont être obligés, mais pas dites obligés de capituler, alors pour essayer de dissimuler un peu les fautes françaises, Reynaud va dire le roi Félon, le roi Léopold III qui nous a trahis. C'est pas vrai. Il ne pouvait pas faire autre chose que ce qu'il a fait, le fameux roi Félon, de même que la reine Wilhelmine avait autorisé Winkelmann, qui était le chef des armées hollandaises, à capituler parce qu'ils étaient cernés. Bon. Néanmoins, Reynaud avait eu le courage de dire il y aura des sanctions à prendre. En particulier, je pense qu'il visait Hunziker. Hein. Il y a des généraux qui n'ont pas fait leur devoir. Si nous sommes partiellement battus, enfin si nous avons connu quelques revers, il y a des fautes militaires qui seront sanctionnées. Ça, défendu. Le maréchal va s'y opposer de la manière la plus absolue. Il va écrire une lettre furieuse, en la date du 26 mai, à Reynaud, qui a eu l'incorrection de démasquer, de dévoiler les fautes de certains chefs. L'armée, écrit le maréchal Pétain, est le rempart matériel et moral du pays. On n'y touche pas. Ça me rappelle un peu ce dont je vous ai parlé la dernière fois à propos de Bazaine. Lorsque Bazaine avait proposé aux Allemands de neutraliser son armée, en face d'eux, les envahisseurs, de transformer cette armée de défense nationale en une armée de guerre civile, il avait eu un mot charmant, Bazaine. Il avait dit l'armée est le palladium de la société. Ben, c'est la même chose. Le maréchal Pétain dit l'armée avant tout, c'est le rempart moral et matériel du pays. Alors, pas touché. Mais cet homme qui a trouvé de l'éloquence ce jour-là sera remarquablement muet dans les conseils des ministres. Muet. En particulier, il n'acceptera pas de dire la moindre chose sur la conduite des opérations. Pas la moindre chose.
Une fois, tout à coup, il va prendre la parole. Parce que quelqu'un, je ne sais plus qui, s'est plaint des difficultés des communications, parce qu'on coupait les lignes téléphoniques. Alors le maréchal Pétain a dit, avec cet air de pince sans rire qu'il prenait parfois, chef-d'œuvre d'humour noir, il dit, mais les pigeons voyageurs, peut-être, parler de pigeons voyageurs au moment des désastres français. Louis Marin, qui représentait l'extrême droite, mais une extrême droite patriote, ça existe, je vous assure, va le 8 juin le prendre à part, à la sortie d'un conseil des ministres en disant, monsieur le maréchal, je vous en supplie, mettez tout de même votre autorité de stratège, vous pèsez les fils de la nation, enfin, dites ce qu'il faudrait faire. Et le maréchal a cette réponse qui sera reproduite dans une enquête de 1947 par Louis Marin, je ne parle pas à ces gens-là. Vous entendez? Je ne parle pas à ces gens-là, c'est des civils. C'est le pouvoir, mais le pouvoir civil auquel il appartient, mais il ne veut rien avoir à faire avec eux. Pétain avait été très satisfait de voir que Gamelin avait été renvoyé et remplacé par Végan. Non qu'il ait beaucoup d'estime pour Végan, mais ça le satisfaisait de penser que Végan était un homme qui pensait comme lui. Figurez-vous qu'en effet, Végan, au cours de cette guerre qui n'avait pas lieu, la fameuse drôle de guerre, avait proposé une attaque sur Bakou. Bakou qui est un port russe, hein, sur les pétroles de Bakou. Parce que ça, c'était une guerre sérieuse, c'était une guerre contre l'URSS, donc parfait. Et deuxièmement, Pétain va être furieux le 5 juin, lorsque le gouvernement va appeler dans son sein De Gaulle. De Gaulle qui avait été nommé général de brigade à titre temporaire, De Gaulle qui intéressait beaucoup depuis des années Paul Reynaud et qui est devenu sous-secrétaire d'État à la guerre. Pétain en fait toute une histoire, parce qu'il est brouillé avec De Gaulle moyennement depuis 1927 et complètement depuis 1938 pour des raisons personnelles, et il va faire une scène au président du Conseil en lui disant « Je ne veux pas être assis au Conseil des ministres à la même table qu'un individu comme ce De Gaulle ». Il est séparé de De Gaulle aussi pour des raisons beaucoup d'importantes, des raisons nationales qui touchent à cet armistice dont il commence déjà à parler. Il faut bien comprendre ceci pour voir la suite. Hein. Lorsqu'il est entré au pouvoir, Pétain, il avait un double but. Son premier but, c'était ceci, obtenir que ça soit le gouvernement républicain qui prononce la capitulation de la France, qui fasse l'armistice. L'armistice qui n'était pas autre chose qu'un aveu de désastre. Ça sera la preuve que la République a conduit la France au désastre militaire. Et deuxièmement, il veut personnellement, c'est son idée précise, substituer au gouvernement républicain un gouvernement de son cru, un gouvernement qui sera une espèce de petit fascisme français à sa sauce personnelle, un mélange de Maurras et de Salazar.